Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir mon ami Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Maurice. Donc tu es astrophysicien. Tu as fait l'université de Strasbourg en finissant par un master de physique option astrophysique. Tu as fait une thèse de doctorat au centre de recherche d'astrophysique de Lyon sur les lentilles gravitationnelles dans les amas de galaxies. Ouais. Ensuite, tu as fait 3 ans de post-doctorat à l'université du Michigan aux États-Unis et de nouveau 3 ans à l'université de Durham au Royaume-Uni. Ouais. En octobre, tu vas rejoindre d'ailleurs l'université de Liège en tant qu'enseignant-chercheur. Ouais, c'est ça. Super. Eh ben, merci d'être venu. Ouais, merci à toi de m'inviter. C'est super sympa d'avoir accepté mon invitation, mon cher ami. Avec plaisir. Et du coup, on va parler d'un sujet brûlant depuis plusieurs semaines déjà sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'agite et les chercheurs du monde entier à propos du supraconducteur LK99. Et du coup, je suis content que tu sois là pour en parler. Qu'est-ce que tu peux dire sur le LK99 ? Est-ce que on va atteindre l'ère des matériaux supraconducteurs d'après toi? Mais d'abord, avant d'en venir à là, pour toi, pas pour toi, mais pour la science, c'est quoi un supraconducteur? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Mais du coup, effectivement, j'ai un peu lu toute cette hype sur le LK99. Mais ouais, commençons par ce que c'est un supraconducteur. Je pense que on n'est pas obligé de rentrer dans trop de circonvolutions mathématiques ou physiques. Il faut voir là un matériau, cette idée des supraconducteurs, c'est un matériau où l'électricité peut voyager librement et ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de perte d'énergie. En général, on a les électrons qui traversent les matériaux dans l'électricité qu'on a tous les jours. Ça chauffe le matériau, l'effet Joule, et du coup, il y a une perte d'énergie par la chaleur. Et là, ces supraconducteurs, ils ont la propriété de permettre à l'électricité de voyager sans jamais s'arrêter. Il n'y a pas de perte d'énergie. Et on en a eu beaucoup jusqu'à présent. Ceux qu'on utilise dans les collisionneurs de hadrons, on doit les refroidir à des températures extrêmement basses. Et là, avec LK99, c'est l'idée de les avoir à température ambiante et pression ambiante. Parce que souvent, on a soit l'un, soit l'autre. Et du coup, ça pourrait être une révolution si c'est avéré, quoi. C'est ça. Du coup, une révolution dans quel sens? Quelles sont les applications possibles d'un tel matériau? Il y en a plein, et je pense que c'est le genre de technologie qui est un peu changement de paradigme. On va avoir énormément de choses qui peuvent se développer sur des supraconducteurs. Mais il y aurait 2 choses pour moi qui sont que je trouve extrêmement intéressantes. Ce serait les transports. On pourrait faire la lévitation magnétique, sustentation magnétique, sans avoir aucun problème de frottement ou quoi que ce soit. Et du coup, on pourrait atteindre des vitesses phénoménales sans dépenser trop d'énergie. Mais pour moi, j'aurais envie de dire, un des trucs qui serait fantastique, c'est ça réglerait le problème des batteries. On n'aurait plus besoin, parce que une des propriétés des matériaux des supraconducteurs, c'est que on va pouvoir faire avancer l'électricité dans juste un anneau de ce matériau-là, et l'électricité s'arrêterait jamais de tourner. Et on créerait comme ça une espèce de réserve d'énergie énorme, et la capacité de charger en électrons de ce genre de matériaux pourrait être phénoménale. Ça réglerait le problème des voitures électriques, on aurait des batteries qui dureraient je ne sais combien de temps. Et du coup, ça permettrait aussi d'augmenter la vitesse de charge aussi, non? Ah oui, la vitesse de charge serait instantanée, quasiment. Parce que s'il n'y a pas de frottement et de perte de chaleur, on peut imaginer, voilà. Et c'est chargé par une énergie énorme, quoi. Et par rapport justement au LK99, pour l'instant, on est un peu dans le flou, on ne sait pas si c'est un vrai supraconducteur ou pas. C'est assez brumeux encore pour l'instant comme situation. Je pense peut-être que d'ici quelques semaines, on en saura un peu plus, mais là, on ne sait pas. Il y en a qui disent que c'est juste du diamagnétisme avec des propriétés de semi-conducteur, et il y en a d'autres qui disent non, il n'y a rien du tout. Et il y en a qui disent oui, c'est un supraconducteur. Voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que je trouve une des choses belles dans toute cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de laboratoires qui après sont venus filmer leur expérience pour pouvoir créer le LK99.
Et certaines expériences que je lisais, ils arrivaient... Donc c'est une molécule assez complexe, hein, le LK99, et on peut changer certaines parties qui étaient en plomb à la base, en cuivre, créer ces propriétés supraconductrices. Et il y a eu des modèles informatiques qui disent que c'est vraiment ça, réussir à faire cette transformation-là. Alors peut-être que d'autres disent « Ah bah il n'est pas parfait, on aurait un matériau diamagnétique ou normal, une céramique normale avec des poches supraconductrices. » Ça, je pense que ça reste à développer. Mais par contre, il y a toujours un peu ce mysticisme sur l'arrivée du LK99. Quelqu'un qui a publié un papier sur Archive sans l'accord des autres auteurs. Il y a un peu une omerta sur exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe. Comment ils en sont arrivés là? Pourquoi ils ont gardé ce matériau aussi longtemps? Du coup, je pense qu'il faut attendre un peu que ça se décante et qu'on ait non pas seulement les tests des autres laboratoires qui sont cruciaux pour faire avancer la recherche, hein. Il y a la reproductibilité, mais aussi un peu des explications du côté de ce laboratoire et des chercheurs sud-coréens. Pour la conquête spatiale, est-ce que tu vois une application en particulier des supraconducteurs? Dans quoi ça pourrait aider? Mais là, c'est là où je me dis, c'est plutôt, ça va plutôt être dans l'idée de la technologie embarquée, quoi. Parce que on n'est pas forcément, ça va pas produire de l'énergie. On n'est pas là emmener des moteurs fission ou fusion nucléaire sur des vaisseaux spatiaux pour qu'ils partent très très loin. Mais par contre, ça va diminuer le coût en énergie. En fait, c'est ça, quoi. C'est ça qu'on va chercher. On va diminuer énormément le coût en énergie, 10 fois moins d'énergie pour pouvoir faire tourner ce qu'on veut utiliser, quoi. Et c'est un des gros problèmes de la conquête spatiale, c'est que c'est extrêmement énergivore. Pour faire décoller une fusée, il faut des tonnes et des tonnes de carburant. Mais on ne peut pas imaginer les supraconducteurs comme un moyen, par exemple, de créer un champ magnétique autour des vaisseaux spatiaux aussi, histoire de protéger les astronautes des rayons cosmiques. C'est vrai qu'avec un supraconducteur, on peut créer un champ magnétique quand même très très fort et dévier toutes les particules ionisées qui pourraient nous atteindre, quoi. Ou en tout cas, une grosse partie. C'est aussi un des problèmes des voyages dans le système solaire, si on veut y aller, c'est qu'on va se faire bombarder d'énormément de particules venant du Soleil ou même... Ouais, c'est ça, d'ailleurs, il y avait une étude qui était sortie qui disait qu'un voyage aller-retour sur Mars donnait 40% de chances de développer des cellules cancéreuses. Ah ouais, mais c'est énorme, on se rend pas compte là. Mais d'ailleurs, une des choses qui est assez marrante, c'est que ils ont commencé un peu à réfléchir à quel type de vaisseau pourrait essayer de limiter ça. Et du coup, ce serait par exemple avoir les réserves d'eau des astronautes qui seraient le bouclier dans le vaisseau qui protégerait justement les particules, et du coup avoir une coque comme ça d'eau. Mais comme ils la boivent, faut la remplacer par quelque chose. Et du coup, il la remplacerait par l'urine des astronautes, qui serait du coup en vase communicant. Bien sûr, j'espère qu'ils vont pas mélanger les deux. Ouais, c'est compliqué. C'est un problème, ça. Et du coup, en continuant sur le sujet de la conquête spatiale, en fait, pour toi, est-ce que tu peux donner des arguments sur le sujet de l'astrophysique, de l'étude de l'astro et aussi de la conquête spatiale? Qu'est-ce que ça peut nous apporter sur Terre? En fait, pour moi, c'est l'une des choses qui va le plus apporter, ça va être conjointement le développement des nouvelles technologies. Parce que pour étudier plus loin, plus sensible, dans d'autres domaines de longueur d'onde, on va avoir besoin de plus en plus de technologies. Ça, c'est vraiment pour la recherche. Et après, pour la conquête spatiale, il y en a eu énormément, hein. Les couches sont d'abord été développées pour les astronautes avant d'être pour les bébés, les couches jetables, les choses comme ça. On a aussi l'aspirateur de table, le ramasse-miettes, là. Ils l'ont d'abord, les entreprises qui l'ont développé en premier, c'était pour ramasser les cailloux sur la Lune, et il y avait cette idée de gratter derrière, des choses comme ça. Moi, un des exemples pour moi les plus frappants, c'est la technologie des caméras, par exemple ce qu'on a dans nos smartphones. Ça, c'est les mêmes compagnies qui vont développer les caméras pour les astronautes
qui vont développer après ou réutiliser ces technologies pour les vendre à des compagnies qui font les téléphones. On va avoir le même type de caméra, des CMOS qui vont être dedans. Et voilà, du coup, c'est pour ça il y a énormément de retombées. Et une dernière que j'aime beaucoup aussi, c'est on a besoin, pour observer le ciel, très souvent parce que l'atmosphère en fait perturbe l'image. Quand on a un photon qui vient de la lumière qui vient de l'extérieur, elle passe au travers de l'atmosphère, et l'atmosphère, avec la chaleur et différentes températures, est perturbée. Et donc du coup, quand on veut essayer d'observer de manière extrêmement précise, on va essayer de corriger des mouvements de l'atmosphère. Ça s'appelle l'optique adaptative. On va pointer des lasers dans l'atmosphère, suivre les mouvements du laser, et du coup on corrige les miroirs derrière avec les mêmes mouvements du laser, parce qu'on connaît une étoile artificielle qui fait ça. Et cette technologie de micro-correction de la caméra, on l'utilise aussi pour opérer les yeux, parce que nos yeux vibrent extrêmement rapidement, et du coup on peut utiliser cette même technologie pour corriger des petits mouvements hyper rapides de la pupille et pouvoir opérer les yeux. Et ça, c'est là où je trouve c'est très intéressant, quoi. Vraiment, on a une fusion de l'aspect technologique qui est développé pour la recherche qui aide, du coup, le quotidien. Ça veut dire que ça sert d'avoir la tête dans les étoiles pour améliorer la vie sur Terre. Exactement. On va parler un petit peu de la matière noire, et notamment du télescope Euclide, qui si je me trompe pas, il a été lancé il y a pas trop longtemps. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est la matière noire aux spectateurs qui ne savent pas encore ce que c'est? La matière noire... Pourquoi ce nom d'ailleurs? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Mais c'est un peu un nom parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors du coup, on a dit c'est noir, on la voit pas, alors on la voit pas, c'est noir. Et en fait, c'est les premiers chercheurs. Un des premiers papiers qui parle de ça, c'est 1933, Friedrich Zwicky. Et en fait, il remarque qu'il y a quelque chose de massif qui fait tourner l'amas de galaxies plus que ce qu'on observe, plus que la lumière qui nous provient de cet amas de galaxies. Et du coup, il dit il doit y avoir une masse sombre, une masse noire. Il a publié en allemand à l'époque, Dunkelmatter, une masse sombre. Et cette matière noire, elle pèse, on voit ses effets sur la gravité, mais c'est juste qu'on ne la voit pas. On voit simplement la rotation des courbes de galaxies qui est un peu plus rapide. Mais surtout, une des choses où c'est le plus frappant, et ça a été l'un des sujets de ma thèse, c'est l'effet de l'antigravitationnel, où du coup on voit les rayons de la lumière derrière qui viennent être un peu courbés. Voilà, on va pouvoir mesurer. J'aime souvent à dire, je mesurais la courbure des bananes autour des amas pour essayer de comprendre où était la matière noire. Parce qu'en fait, si on observe ces amas pendant longtemps, on va pouvoir voir que les galaxies sont un peu arquées autour. Et on va chercher ça, comprendre la déformation, et ça nous ramène une masse. Ça, c'est une des preuves les plus... ce qu'on a des moins indirectes, on va dire. Et après, je pense qu'il faut un peu démystifier l'aspect matière noire. Il faut juste imaginer que c'est quelque chose qui pèse, on y voit de la masse, mais c'est juste que ça n'interagit pas de manière électromagnétique. Ça n'interagit pas, ça n'a pas de charge, ça va pas venir perturber les électrons, et la lumière, elle passe au travers, parce que la lumière, c'est une onde électromagnétique, et ça n'interagit pas avec la lumière directement. Et c'est tout, quoi. C'est au lieu d'avoir quatre propriétés, enfin, interagir via les quatre forces, comme les particules qu'on a autour de nous, qu'on a l'habitude, elle n'interagit qu'avec une force, la gravité. Et il faut peut-être pas chercher plus loin, quoi. On cherche d'autres modèles de matière noire pour la comprendre, mais pour l'instant, on en est là, quoi. Ok, donc pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment exactement ce que c'est, mais on sait que ça interagit fortement avec la gravité. Ouais, c'est ça, ouais. On sait que ça pèse. Ça pèse quelque chose. Ça pèse. La matière noire, ça pèse. Et du coup, en parlant de gravité, récemment, alors si je me trompe, c'était quand, en 2015, non? Oui, on a réussi à détecter des ondes gravitationnelles de trous noirs massifs. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels, et quelles implications ça va avoir sur la suite des recherches dans ce domaine? Ça, c'est un peu... Les astronomes, quand ils ont vu ça, ça a été une nouvelle porte, parce que c'est un peu... On appelle ça, dans le jargon, l'astrophysique multimessagère. Parce que d'habitude, on observe essentiellement ce qui nous arrive par la lumière, on a presque que la lumière,
Et là, du coup, ça nous ouvre une nouvelle porte, ce qui sont les ondes gravitationnelles. Parce que du coup, ça, c'est différent des lentilles gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, ça va être la structure même de notre espace-temps qui va osciller. Et par exemple, je pense qu'il faut le voir un peu comme si on imagine qu'un trou noir, ça attire tout, et quand il y a deux trous noirs qui tournent autour l'un de l'autre, ben, il y a un peu, on voit que dans la danse, il y a un peu comme si ça attire, ça repousse, ça attire, ça repousse. Et c'est ça, en fait, ça attire, ça repousse va créer une onde dans la structure même de l'espace-temps, une onde gravitationnelle qui va se propager jusqu'à chez nous. Et du coup, c'est ça, parce qu'on a réussi à faire un détecteur qui est sensible à ces vibrations de l'espace-temps. Parce qu'elles sont dans une direction et pas dans l'autre, quoi. Les vibrations sont dans ce sens-là, elles vont vers nous, par exemple. Et si du coup on fait quelque chose de perpendiculaire, elles sont pas dans ce sens-là, elles sont que dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à les mesurer. D'accord. Et du coup, la détection qu'on a faite en 2015, ça a été quand même un événement assez décisif dans le domaine de l'étude des étoiles et des trous noirs. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, pour toi? Pour moi, j'avoue que la première fois que je l'ai vu, j'ai été waouh, c'est génial. C'est une preuve que la théorie qu'on a, la théorie de la relativité générale, ça fonctionne, quoi. On l'a vu, c'est comme ça répond à toute la phénoménologie qu'on peut observer. Mais après, d'un point de vue pratique pour ma recherche, par exemple, ce que j'attends beaucoup, c'est les étapes d'après. Parce que moi, j'observe les amas de galaxies, il y a énormément de fusions, et notamment de fusions de trous noirs supermassifs quand les galaxies se rencontrent. On peut s'attendre à énormément de choses là-dedans. Mais pour l'instant, quand on détecte une onde gravitationnelle, on a un angle comme ça dans le ciel, quoi. Et du coup, ça, c'est énorme. On peut pas, il y a des centaines d'amas qui pourraient être dans ce cône de probabilité. Mais les futures expériences, et notamment j'attends l'expérience de faire un détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace, qui va s'appeler LISA, on parle de dizaines d'années, mais celui-là, ça va être la révolution, on va pouvoir les pointer, on va en voir tous les jours, ça va être fantastique, quoi. Donc j'attends ça. Et pour connecter vraiment la pointe de la recherche astrophysique qu'on utilise sur la lumière, le domaine électromagnétique, avec le domaine des ondes gravitationnelles. Ce qui est marrant, c'est que ça va mettre de nouveau 10 ans, comme le télescope James Webb. Ouais. James Webb qui a eu beaucoup de problèmes lors de sa construction d'ailleurs. Oui, beaucoup de retard. Ouais. Et beaucoup de retard, oui. Et justement, le James Webb a fait une récente découverte d'une molécule dans l'espace, le cation méthyle CH3+. Qui est déjà, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie aussi, encore une fois, pour le futur, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être une très grosse découverte quand même. Ouais, c'est assez, c'est une grosse découverte, je pense. Quelque part, on a construit James Webb pour ça. On a construit le JWST pour ça. On dit souvent JWST dans le domaine, on en reprend l'acronyme, c'est plus simple. Et on a presque construit JWST pour ça, mais ça reste quand même quelque chose qu'on s'attendait pas vraiment. Alors le cation méthyle CH3+, en fait, il faut imaginer un atome de carbone. Naturellement, ici, il va vouloir s'associer avec des choses. Le carbone, ça fait beaucoup d'associations chimiques. Et une des formes les plus simples, c'est de l'avoir sous forme de méthane, CH4, et du coup avoir 4 atomes d'hydrogène qui sont attachés. Et ici, CH3+, on enlève un atome d'hydrogène, et du coup, il reste une des charges positives du carbone, et du coup, il se balade comme ça. Mais surtout, cette molécule-là, c'est un des premiers maillons pour faire des chaînes carbonées complexes. Et les chaînes carbonées complexes, c'est quelque chose qui est essentiel pour comprendre un peu les molécules qui peuvent être le départ des molécules pour créer la vie. En fait, c'est ça vraiment ce qui est là derrière. Et la découverte, ce qui est assez sensationnel dans cette publication, c'est qu'en fait, ils l'ont trouvé dans un nuage moléculaire. Le nuage moléculaire, c'est là où on forme les étoiles. Et les étoiles jeunes, les premières étoiles qui se forment, elles émettent énormément de rayons UV. Et on pensait à la base que cette quantité d'énergie phénoménale de rayons UV qui est émise au début
vaporise complètement toutes les molécules. Et c'est là où la détecter dans un nuage moléculaire nous donne la preuve que non, il peut y avoir des poches de gaz où ces molécules sont protégées et peuvent toujours exister et survivre à ce burst, cette flambée d'étoiles qui arrive au début. Et ça, du coup, ça veut dire, si elles survivent ça, elles peuvent être ramenées sur les systèmes planétaires et enfin finir sur Terre, quoi, par exemple. C'est quelque chose qui peut s'être passé pour notre système solaire. Intéressant. Et aussi, d'après les observations des très lointaines galaxies du James Webb, apparemment, j'ai vu, même Elon Musk l'a tweeté sur son Twitter, il a dit que l'âge de l'univers était 2 fois plus que ce qu'on avait prévu. 2 fois plus grand que ce qu'on avait prévu. Ouais, c'est vrai, c'est un papier qui a fait pas mal de bruit. Mais je sais pas, moi j'ai un peu une aptitude un peu sceptique. Il y a beaucoup d'effets de mode. Il faut être un peu bruyant, il faut avoir des papiers avec les données du JWST. Et le titre est un peu tape à l'œil. Moi, je sais pas. Faut pas oublier que quand on observe, nous, astrophysiciens, on observe que de la lumière. Et après, on a des modèles qui convertissent la lumière en une information. Et du coup, c'est ça, quoi. C'est ce modèle de conversion qui remettent en question et qui disent que, ah ben non, avec notre modèle-là, on a des galaxies qui, même à très distantes, on utilise souvent la notion de redshift, et du coup à des redshifts au-delà de 10, qui sont quand même la nouvelle fenêtre qui a été ouverte avec le JWST, pour accéder à ces galaxies-là, les observer. Ils étudient la lumière pour dire que dans ces galaxies, les étoiles sont déjà très vieilles. Mais pour dire qu'une étoile est très vieille, il faut avoir un modèle derrière, qui convertit la lumière qu'on voit en une population de galaxies. Et c'est là où je pense qu'il faut pas juste se fier à un seul papier, on n'en est pas encore là. Parce que ce que je voulais rappeler d'ailleurs, c'est que l'âge de l'univers est de 13,8 milliards d'années, et d'après ce nouveau modèle, enfin ouais, ce modèle concurrent, ça serait quasiment le double, donc presque 28 milliards d'années, quoi. Ouais, ils disent 26,8, enfin je sais plus exactement mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Et effectivement, ça changerait énormément de choses, parce qu'on aurait beaucoup plus de temps pour se développer, mais pour l'instant, il y a eu une étude, et je pense qu'il faut juste attendre un peu plus avant d'avoir plus d'informations, plus de modèles, quoi. C'est un peu subtil, mais c'est pas par exemple le même niveau de preuve que cette molécule CH3+, que le James Webb a observé, parce que là, on a des propriétés chimiques qu'on a identifiées. Alors que là, les galaxies extrêmement lointaines, c'est issu d'un modèle qui est calculé après. Et du coup, il y a un peu 2 poids 2 mesures. Il faut faire un peu attention, et ce genre de modèle, il faut les tester dans plus de cas. Et du coup, dans ton métier, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tu utilises beaucoup l'intelligence artificielle. Tu peux nous expliquer comment tu utilises l'IA pour ton travail? Oui, bien sûr. Ouais. L'IA, c'est très important et ça se développe. Hein. On l'a vu, ça s'est développé dans le quotidien, ça se développe aussi dans le domaine de la recherche, quoi. Nous, on ne fait pas de la recherche sur l'IA. Donc vraiment, on va vouloir utiliser l'IA, créer peut-être des nouvelles intelligences artificielles, combiner des choses qui existent. Mais vraiment, on l'utilise vraiment comme un outil, quoi. Et une des puissances extraordinaires de l'intelligence artificielle, c'est la recherche et la classification d'objets. On l'entraîne, et du coup, sur détecter les galaxies spirales, par exemple. Les exoplanètes. Ou les exoplanètes, essayer de retrouver les signaux quand on cherche un petit signal dans une énorme quantité de données, voilà, on va avoir besoin de ça, quoi. Et un des exemples, par exemple, Euclide, qui va observer des milliards et des milliards, peut-être 1000 milliards de galaxies, on ne va pas pouvoir toutes les regarder. Donc on va avoir besoin de développer des outils pour les classifier, et l'intelligence artificielle est extrêmement douée pour ça. Et du coup, c'est ça qu'on va créer. On a toujours quelques petits challenges, je pense, sur par exemple les objets très rares, ou qui arborent beaucoup de formes bizarres. Par exemple, les galaxies qui sont en train de fusionner, bon, il y en a quand même pas mal.
Moi, dans mon domaine, les lentilles gravitationnelles, détecter les lentilles gravitationnelles dans les amas, on parle de détecter 0,2% des candidats. Et du coup, pouvoir avoir un taux de succès à 0,2% près, il faut vraiment très très bien entraîner l'IA. Et là, c'est là où on a des défis quoi, dans la recherche, de pouvoir bien entraîner ces IA. Et là, c'est toujours un domaine d'actualité, quoi. On n'est pas encore, on n'a pas la solution complète, mais il y a énormément d'équipes qui y travaillent, et il y a un papier sur ce genre de choses toutes les 2 semaines. Ouais, c'est pas étonnant. Surtout en ce moment avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va découvrir beaucoup plus de choses encore dans les prochaines années dans le domaine de l'astronomie et l'astrophysique grâce à l'intelligence artificielle. Ah, c'est sûr. Est-ce que tu penses, toi, en tant qu'astrophysicien, que dans l'univers, il y a des formes de vie, alors là je parle de nouveau dans l'espace, Oui. qui ont développé comme nous sur Terre des sortes d'intelligence artificielle qui ont une capacité intelligente vraiment supérieure à ce qu'on a nous en tant qu'être biologique. Est-ce que tu penses que c'est une possibilité dans l'espace et déjà sur Terre? Tu veux dire, est-ce qu'on pourrait avoir des intelligences artificielles plus intelligentes que l'homme ou égales à l'homme? Égales à l'homme ou supérieures à l'homme, et aussi au niveau d'autres civilisations peut-être. Alors ça pose la question aussi de est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Alors ça, c'est une question qui est c'est toujours un peu délicat, et peut-être que je ferai un pas de côté en disant que la probabilité d'être seul est vraiment, vraiment, vraiment faible. Il y a tellement d'univers et tellement de systèmes planétaires et de planètes que j'aurais du mal à me dire la Terre est tellement particulière, quoi. Donc peut-être que la vie peut s'être formée ailleurs. Après, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre la vie a pu se former ailleurs et on peut communiquer avec. Oui, on fait une civilisation et on va pouvoir les rencontrer. Ça, c'est des choses. Il suffit que ce soit sur une galaxie éloignée, et alors le niveau de technologie qu'il faut pour communiquer avec eux est phénoménal. Du coup, là, on rentre dans le paradoxe de Fermi. Un peu, ouais, c'est ça. On rentre un peu dans le paradoxe de Fermi, ouais. Mais un des trucs, je trouve qu'on met souvent ce genre de choses en opposition avec les chercheurs. Ah oui, non, mais les chercheurs, ils pensent pas que les aliens existent, alors du coup, ils font rien. Mais c'est pas, je trouve que c'est pas tout à fait juste de penser comme ça. Il n'y a pas ce côté de désaccord. Il y a le projet SETI qui est du coup des chercheurs qui écoutent l'univers sur un domaine de longueur d'onde énorme. Et si quelqu'un pointait un laser vers la Terre, qui est, je veux dire, un laser peut-être un peu au-dessus de ce qu'on peut acheter dans le commerce, mais pas quelque chose de fantastique, complètement aberrant. S'il le pointait sur la Terre, on le verrait. Parce qu'on observe le ciel tout le temps. Et du coup, c'est là où on ne sait pas... quelque part, il y a un côté un peu agnostique des chercheurs, où l'attitude est de dire, je sais pas, mais on peut construire un instrument pour observer, et on verra. Voilà. Du coup, c'est poser la question, on peut essayer d'y répondre, mais pas faire de spéculation. Mais pour en revenir sur la question, est-ce que je pense qu'on peut y avoir une intelligence artificielle autant ou plus intelligente qu'un homme? Au vu des développements actuels, et même en y réfléchissant plus, j'ai envie de dire, pourquoi il y aurait une limite? Il n'y a pas forcément de limite à dire, on ne peut pas développer. Par contre, ça peut poser des questions plus philosophiques, et c'est quelque chose que je crois que tu as déjà discuté sur ta chaîne, elle n'est pas obligée d'avoir une conscience. On peut très bien avoir quelque chose de super intelligent, sans forcément avoir une conscience équivalente aux humains. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas dire que une intelligence artificielle, trop la comparer à un humain. Je pense qu'il faut faut vraiment voir juste ça comme de l'intelligence pure, brute, je sais pas trop comme ça, mais pas trop le coller à un peu trop d'anthropomorphisme lié aux sentiments, voilà, quoi. Tu penses qu'on sera remplaçable un jour par l'IA, et est-ce que tu penses que ton métier pourrait être remplacé un jour par une IA?
Je sais pas. Alors après, est-ce qu'on n'essaye pas tous de sauver son métier en disant ben non, pas mon métier. Ah, jamais moi, pas moi. Oui, pas moi. Pas les moi. autres, mais pas moi. Les autres, mais pas moi. Ouais. Mais je pense qu'il y a un côté qui sera jamais remplacé. Mais que le métier se transforme, je trouve ça, c'est normal. Et puis c'est un outil fantastique. Moi, par exemple, j'avais besoin encore pour mes recherches il y a pas longtemps, je voulais utiliser une petite interface graphique pour pouvoir visualiser des images rapidement. Et ben, j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi en Python une interface graphique qui passe ça, je veux 4 boutons, je veux une barre comme ça, tu me charges le JPEG qui est ici. Et voilà, il m'a fallu 2 heures d'interaction avec le prompt pour le faire. Et ça, si j'avais pas eu ça, ben, il m'aurait fallu 2 jours. Et du coup, ça, voilà, on va accélérer les choses comme ça. Bientôt, on va pouvoir juste lui parler et il va nous faire le code tout seul. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans le métier de chercheur, c'est que ça doit... Je dis le mot anglais parce que c'est plus comme ça que je le formalise dans ma tête, ça doit faire sens. Quelque part, le chercheur, il doit pouvoir comprendre. Et donc l'IA, même si elle l'a trouvé, mais qu'elle n'est pas capable de l'expliquer ou de le comprendre, on a toujours besoin du chercheur. Parce qu'il y a ce côté de transformation de la donnée pure, brute, distiller l'information, pour chercher des nouvelles choses, essayer de comprendre et après transmettre au reste des gens. Mais voilà, quoi. Du coup, un assistant de type Jarvis, ça te ferait plaisir en tant que chercheur? Ah, ce serait le rêve, ça. Ah, ça, pour pouvoir... ouais, il y a beaucoup de choses à explorer avec ça. Et du coup, pour toi, l'intelligence artificielle, tu penses que c'est un danger ou une opportunité pour la civilisation humaine? Ben, moi, j'ai envie de dire, on se pose presque la même question qu'avec la bombe nucléaire, quoi. Bien que, peut-être que l'énergie nucléaire, on va dire, on se pose la même question qu'avec l'énergie nucléaire. On peut en faire une bombe ou on peut résoudre les problèmes de toute l'énergie de la planète, quoi. Et du coup, c'est intéressant pour ça, quoi. Il y a quelque chose à faire. Je pense qu'on est un peu en retard dans la législation et la réflexion sur l'éthique et essayer un peu d'éduquer le public sur qu'est-ce que ça veut dire avoir l'intelligence artificielle un peu partout. Est-ce que quand on parle à quelqu'un ou une administration, est-ce qu'on a besoin d'avoir un humain? Est-ce qu'on est d'accord? Et je trouve qu'on est un peu en retard là-dessus. Mais par contre, ça peut être un outil fantastique, quoi. Ça accélère. C'est un accélérateur de bonnes idées. Bon, c'est aussi un accélérateur de mauvaises idées. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, il ne faut pas oublier qu'on peut très bien se dire mais l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et un outil, c'est neutre. C'est les gens qui l'utilisent, qui en font une intention. Mais est-ce que, là je vais un peu plus loin, mais du coup, le jour où, imaginons, là avant on a dit que l'intelligence artificielle n'est pas forcément corrélée avec la conscience artificielle. Ouais. Est-ce que si un jour les machines développent une conscience artificielle, est-ce que ça restera toujours dans le cadre de l'outil pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, on dit effectivement c'est un outil, on l'utilise pour faire de la recherche, on l'utilise pour faire du code, on l'utilise pour faire de l'art en tant qu'outil. Mais un jour, peut-être qu'un jour, les machines, peut-être dans plusieurs décennies, hein, peut-être pas tout de suite, mais peut-être que ce sera difficile de dire que ça sera juste un outil, parce qu'elles ont peut-être une certaine forme de conscience. Ouais, et puis elles peuvent mimer les émotions. Je veux dire, il y a ce côté, il y a ce film Her, où il y a une intelligence artificielle, il y a une relation un peu romantique entre l'acteur et l'intelligence artificielle. Et là, ça pose vraiment les questions de la limite, quoi. Il y a aussi des épisodes, j'aime beaucoup la série Black Mirror, il y a des épisodes qui parlent de ça. Quand est-ce qu'on va dire que c'est un être à part entière et que du coup, il mérite de vivre tout ça? Je trouve que la question de savoir où s'arrête la vie, qu'est-ce que veut dire la vie, c'est fantastique. J'ai pas la réponse, mais je pense que c'est quelque chose, faut réfléchir et quelque part, faut faire aussi preuve de tolérance, essayer de comprendre. C'est pas forcément pourquoi pas. Si maintenant, disons qu'on a. Enfin, c'est le même problème que les réfugiés. Imaginons qu'on a des aliens qui viennent sur notre planète parce que leur planète a explosé. Bah, du coup, on dit ils méritent pas de vivre. Et voilà, la différence n'est pas forcément évidente à faire entre une machine extrêmement développée et nous. Mais pour moi, c'est un problème. C'est bien d'y réfléchir maintenant. Ben, plus tôt on y pense, mieux c'est. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et préparer les gens, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, en parlant d'Alien, t'en as parlé juste il y a 2 minutes avant, qu'est-ce que tu penses en tant que scientifique, de l'histoire qui se passe en ce moment aux États-Unis, avec les ovnis, David Grush, le lanceur d'alerte américain qui a travaillé au renseignement américain, qui a fait un témoignage avec 2 autres témoins devant le Congrès américain, qui dit clairement, les gars, on a trouvé des objets non humains, et les États-Unis, depuis plusieurs décennies, ils les étudient. Toi, en tant que scientifique, je pense que tu dois avoir un certain scepticisme par rapport à ça, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a un truc historique qui se passe. Toi, tu vois ça comment ? Déjà, moi, je suis surpris qu'ils en parlent qu'aux États-Unis quasiment. C'est une information qui n'est pas trop venue en Europe. Hein. Alors, en Europe, ils n'en parlent pas, mais par contre, moi, des recherches que j'ai faites, ils en parlent beaucoup en Chine, mais ils disent pas que les Américains on en parlait. Ils disent qu'en Chine aussi, il y a des situations similaires, pas devant le Congrès, mais il y a beaucoup de discussions de ce type, et aussi en Russie. Intéressant. Ouais, mais moi, ce que je suis gêné, là où vient mon scepticisme, c'est que j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est caché, et pourquoi c'est caché depuis tellement longtemps. Parce que, qui trouve quelque chose de bizarre, qui se disent, bon, on sait pas ce que c'est, on le garde quelques années pour l'étudier, pour être sûr que, voilà, c'est pas dangereux, c'est pas, voilà. Ok, mais au bout d'un moment, je veux dire, l'humanité pourra apprendre tellement plus que je vois pas pourquoi pas le libérer. Et puis si les Américains ils veulent que ce soit que des Américains qui le développent, d'accord, mais ça n'empêche pas d'être public. Et c'est là où je suis un peu sceptique en me disant pourquoi il y a tellement cette culture du secret. C'est là un scepticisme, c'est là d'où vient le scepticisme, quoi. Et après, il parle aussi de matériaux biologiques non humains ou non terriens. Ça aussi, je me dis, mais on devrait un peu le répandre partout, pouvoir l'étudier. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Parce que quelque part, on peut toujours créer des molécules, quoi, partout, et on ne sait pas trop comment ces molécules sont arrivées là. Alors du coup, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses qui sont un peu floues, mais par contre, l'audition n'est pas finie aux États-Unis. Non, et je suis vraiment... ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est que le début. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui va sortir de ça. Moi aussi, moi pour l'instant, je le répète à ma communauté, je ne sais pas encore comment me positionner. Pour moi, c'est du 50-50 sur ce sujet. Je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Ouais. Quelque chose qui se passe, que ce soit vrai ou faux. Voilà. et aussi le truc, enfin ça c'est ma théorie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que ça a été, si maintenant c'est vrai, imaginons que ça soit vrai, je pense que ça a été caché. Parce que soi-disant, David Grush, il dit que c'est depuis les années 1930 que les États-Unis ils récupèrent les débris et qu'ils les étudient, tout ça. Et moi, je pense que c'est par le fait que depuis quelques années, depuis maintenant même quelques décennies, notre technologie a suffisamment évolué que les États-Unis ils commencent à dire voilà, il y a quelque chose, parce qu'ils commencent à mieux comprendre cette technologie-là. Faut pas oublier que dans les années 1930, on n'avait même pas encore l'analyse ADN. Donc, je me pose la question si c'est pas pour dire, voilà les gars, on commence à comprendre ce que c'est, on a peut-être réussi à faire un petit peu d'ingénierie inversée dessus, à moitié peut-être, et donc du coup, c'est pour envoyer un message à la situation géopolitique mondiale Chine-Russie, et dire, voilà les gars, nous on est les plus forts, entre guillemets, on a réussi à développer quelque chose et à comprendre ce que c'est. Et vous n'avez pas réussi. C'est vrai qu'il y a tout un... Je pense qu'on peut pas négliger l'aspect géopolitique, quoi. Et tu dis 1930, si ça date de ça, on parle du contexte de la Seconde Guerre mondiale, et le bloc, l'affrontement des blocs, la guerre froide, du coup la culture du secret a peut-être un peu plus de sens vu le contexte géopolitique. Peut-être c'est un peu l'esprit naïf de la recherche fondamentale qui juste bénéficie à l'humanité, c'est sûr. Mais ouais, non, ça peut être utilisé comme des armes. Il voulait un peu l'hégémonie du pouvoir américain. C'est vrai, à voir. C'est intéressant de voir jusqu'où ça mène, mais s'ils ouvrent plus de boîtes avec du ruban rouge, ça peut être intéressant. Mais qu'est-ce qui te ferait changer d'avis maintenant, que tu passes du scepticisme au « ah, ça y est, maintenant, on a la preuve, j'y crois ».
des papiers scientifiques où on étudie les débris. Ouais, c'est ça. Il faudrait que. Pour moi, il faudrait quelque chose déjà de gros. Si c'est juste, si c'est quelques atomes ou on va dire une centaine ou un millier de molécules, c'est trop petit. Les contextes de fabrication pourraient être trop petits. Mais si on a un vaisseau d'un matériau, d'un alliage qu'on n'a jamais trop vu sur Terre, qu'on n'a jamais développé, qui a une résistance, des propriétés qu'on découvre un peu, ça, ce serait vraiment parlant. Effectivement. Mais du coup, t'en penses quoi du fait que les États-Unis ont investi en masse justement dans certains projets pour essayer de trouver la vie ailleurs, et d'un seul coup, en fait, ils savaient depuis plusieurs années, comme dit, c'est encore une théorie, on ne sait pas ce qui est vrai. D'un seul coup, ils disent ouais les gars, en fait, ça fait plusieurs décennies qu'on a des extraterrestres. Tu vois ça comment? Pour moi, c'est pas les mêmes personnes au gouvernement. C'est pas les mêmes institutions aussi. C'est pas les mêmes institutions. C'est pas les mêmes institutions. Construire le James Webb, c'est le Congrès, c'est la population, il y a tout un aspect de public. C'est de l'argent public qui a construit le JWST. Le projet de la défense ou militaire qui est du coup lié à ça, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes instances. C'est difficile de dire exactement. D'accord. Et pour toi, au sens philosophique et large du terme, c'est quoi le sens de la vie? Et comment tu vois notre petite place en tant que civilisation humaine par rapport à l'immensité de l'univers? Ça, alors, je vais d'abord répondre comme un scientifique, on va dire, et en disant, mais en fait, c'est pas une question que la science répond. La science ne répond pas au sens de la vie. Elle va dire quelles sont les conditions, qu'est-ce que ça veut dire la vie, c'est de trouver des définitions de qu'est-ce qui constitue le vivant. Et sa recherche, quoi. Et pardon, la deuxième partie de ta question? La deuxième partie de ma question, c'est notre place par rapport à notre place. Et pareil, du coup, on va faire une carte de la galaxie, on va dire, la place, elle est là. Et c'est ça, quoi. Après, d'un point de vue plus personnel et philosophique, je sais pas, j'ai du mal à me dire qu'il y a un sens, mais je vis ma vie, j'avance, je fais des vidéos cool avec les gens que j'aime bien, ça c'est sympa. Salut. T'as des conseils pour les nouvelles générations? Et je me suis posé cette question, qu'est-ce que j'aurais envie de donner, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on communique plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de divisions dans la société entre la science et comme si la science était prise comme une religion. Et je pense que c'est un défaut de compréhension. Il ne faut pas oublier que ce qu'on dit la science, c'est quelqu'un qui applique la méthode scientifique. Et ça, du coup, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est une méthode d'étude de ce qui nous entoure. Et du coup, créer plus de dialogue avec les gens, avec les chercheurs, essayer de faire... ça reste des gens, comme les autres, quoi. Il n'y a pas de ça. Mais par contre, surtout, soyez curieux. Ça, c'est très important. Sinon, on n'y arrivera pas, on n'avancera pas sans curiosité. C'est vrai. Exactement. Bon, en tout cas, sur ces beaux mots, merci beaucoup, Guillaume, d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. C'était super intéressant. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les futuriens. Au revoir.